prévu aussi d'aborder la Sécu intégrale qui prévoit évidemment 100% Sécu, mais aussi d'une manière beaucoup plus large une sécurité sociale qui intègre des droits nouveaux. Mais c'est vrai que venir sur la lutte, bon, c'est un moment quand même important. Alors je vais faire beaucoup plus court parce que je pense que construire la lutte et la mobilisation, ça nécessite aussi qu'on puisse avoir un échange avec vous. Parce que, bah oui, la lutte, elle est collective, si on veut la gagner. Et d'autant que lutter contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas simple, que c'est difficile, parce que c'est pas quelque chose comme ça qui parle. Et pourtant, on assiste quand même à un foisonnement de lutte, notamment principalement défensive, mais qui peut être aussi offensive, mais surtout défensive contre justement les conséquences de ces projets de loi de financement de la sécurité sociale qui mettent l'ensemble des secteurs, que ce soit l'hôpital, que ce soit les EHPAD, mais aussi tout ce qui est relatif aux soins, à la santé au travail, qui mettent à mal. Tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, enfin un projet de loi de financement de la sécurité sociale, chaque année on se dit ce projet de loi il n'est pas bon, mais en fait ça fait des décennies qu'on le dit, parce qu'on l'a dit ce matin, le patronat ne désarme jamais avec sa vote un gouvernement bien évidemment qui reprend la main sur cette sécurité sociale, et le PLFSS c'est tout simplement un outil législatif et technique qui est au service de mise à bas budgétaire de la sécurité sociale. Donc déjà avant tout, nous on dénonce le principe même d'avoir un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est complètement à l'opposé d'une sécurité sociale qui réponde aux besoins et qui soit financée par le fruit des richesses créées par les travailleurs. Donc oui, c'est difficile de se mobiliser, mais en même temps, comme j'ai dit, on a un foisonnement de lutte. Des mobilisations, ça marche, des mobilisations. Bon, on en connaît ici dans la Loire, mais comme partout en France, pour défendre une fermeture d'hôpital, pour défendre des suppressions de lits, pour défendre des conditions de travail de personnel. On a des exemples multiples. Hein. Les derniers sur notre département, c'est les services d'urgence de l'hôpital de Feurs, mais on pourrait malheureusement en citer énormément. Je crois que Cyril, qui travaille à Firminy, connaît bien aussi la situation, mais c'est aussi le CHU de Saint-Étienne. Quand on a pu assister cet été à une fermeture, pas une véritable fermeture, mais à un SAS, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, pour pouvoir avoir accès au service d'urgence, on est obligé de téléphoner pour vérifier si on peut avoir accès aux urgences. Eh bien, voilà, on est dans une des conséquences qui font qu'on peut mobiliser, principalement sur les secteurs, j'allais dire, les plus ruraux. En ville, c'est pas toujours simple de mobiliser, on a beaucoup plus de difficultés. Mais oui, il y a des mobilisations qui peuvent parfois être massives et qui associent les personnels, mais qui associent personnel aussi usagers. On a des mobilisations dans le secteur de la petite enfance. On en a eu une tout dernièrement, avec le collectif dans lequel participe bien sûr la CGT, Pas de bébé à la consigne, pour s'opposer à toutes les mesures aujourd'hui qui mettent à mal l'accueil de la petite enfance à travers, là encore, des privatisations rampantes de ce secteur-là. Manque de financement de la Sécu, ou plutôt réorientation du financement vers quelque chose qui serait, on va dire, plus lucratif, comme l'ensemble du secteur de la santé. La situation des EHPAD, les EHPAD sont en pleine crise depuis 2022. Il faut savoir quand même, et ce n'est pas nos chiffres à nous, c'est la Fédération hospitalière de France qui annonce que les EHPAD en France sont à 85% sont déficitaires. Mon établissement, Maison de retraite de la Loire-Saint-Just-à-Rambert, je pense que beaucoup connaissent, près de 2 millions de déficits. Alors à l'heure où on dit qu'on manque de moyens dans tous les EHPAD, où on a eu le scandale Orpea, etc., la semaine prochaine sera soumis au vote d'un conseil d'administration une réorganisation qui prévoit 20 suppressions d'emplois. Donc voilà. Donc bien sûr qu'il y aura des luttes, il y en a eu, ici comme ailleurs, mais la lutte, on voit bien qu'on lutte à travers des conséquences du PLFSS. Mais pour autant, et j'en reviens à mon point de départ, lutter contre le PLFSS, c'est très difficile. Ça ne parle pas. Chaque année, on se le dit, enfin pour certains camarades qui sont à la CGT, toutes les années, on ne fera pas le PLFSS, il faut qu'on crée une grosse mobilisation autour du PLFSS, sauf que chaque fois, on s'aperçoit que le PLFSS en lui-même, puisque justement, c'est un outil législatif qui
qui rend, on va dire, ce qu'est réellement notre sécu, ça le rend de manière totalement abstraite, et on n'arrive pas à se battre sur ce mot d'ordre-là, on va dire. Par contre, il faut qu'on crée, et c'est là où on a besoin d'avoir tout un processus qui doit se construire, mais de créer les conditions de mobilisation pour la réponse aux besoins, parce que les besoins, ils sont nombreux. Les besoins, ils étaient nombreux lorsque la Sécu a été créée en 1945, ils le sont encore aujourd'hui, et on aspire aussi à intégrer des besoins nouveaux dans la sécurité sociale. Donc on a besoin, moi je dirais que déjà avant tout, on a besoin de mener une belle bataille des idées, à la fois auprès des professionnels, hein, des secteurs de la sécurité sociale, pour justement cette prise de conscience, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on se mobilise pour un hôpital, si nos collègues, on leur dit on se mobilise au PLFSS, ils ne comprennent pas. Enfin, ils ne comprennent pas. Façon de parler, ils n'intègrent pas les conséquences directes dans ce processus législatif, etc. Et ça, on a besoin sans cesse d'expliquer, d'informer ce qu'est la Sécu, par qui elle a été créée, pourquoi elle a été créée, comment elle est financée, et comment aujourd'hui rendre possible justement le fait qu'elle puisse répondre à des droits nouveaux. Donc on a besoin de le réexpliquer à nos générations, puis de l'apprendre à des nouvelles générations, à qui on n'apprend pas. On a des camarades jeunes derrière, eux ils ont cette conscience-là, mais on s'aperçoit que la jeunesse aujourd'hui, malheureusement, est née avec la Sécu. Et justement, pour eux, la Sécu, c'est un acquis, c'est pas un conquis, parce qu'ils n'ont pas connu cette bagarre et cette belle conquête. Donc on a besoin, à travers l'éducation populaire, telle que Bernard parcourt toute la France, pour porter, à travers aussi des initiatives comme aujourd'hui. Je pense que l'initiative d'aujourd'hui, c'est effectivement une initiative qui fait connaître aussi d'une autre manière, avec le spectacle des camarades qui aura lieu ce soir, qui sont aussi des choses, j'allais dire, beaucoup plus vivantes, qui peuvent aider aussi à cette prise en compte. On a besoin de rappeler l'ensemble des principes, bien sûr, de la Sécu. J'y reviendrai pas, puisqu'ils ont été beaucoup abordés. Et puis, mais principalement, revenir justement sur la question du financement. La question du financement à travers la cotisation qui fait partie intégrante de nos salaires, et donc dans notre bataille des idées, et ça on l'a fait durant le premier semestre, c'est aussi de faire prendre conscience que lorsqu'on se bat pour les salaires, il vaut mieux qu'on se batte pour une véritable augmentation de salaire plutôt qu'une prime défiscalisée ou désocialisée, parce que comme j'ai mangé ton nom, pardon, je l'ai dit juste avant, on peut aujourd'hui avoir un transfert vers les mutuelles ou autres, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher, ça nous coûtera beaucoup plus cher, et on a besoin de prendre le temps avec les salariés d'expliquer que lorsqu'on se bat pour une augmentation de salaire, quand le gouvernement veut nous dire on va baisser les cotisations sociales, vous aurez des augmentations de salaire, c'est complètement faux, c'est complètement mensonger, parce que bien au contraire, si on finance par la Sécu, on n'aura plus les mutuelles, plus les complémentaires à financer, et on aura une prise en charge qui va être beaucoup plus importante, bien sûr. Donc parler ces augmentations de salaire, parler de financement avec quelques exemples. Donc on doit se battre sur les augmentations de salaire, net socialisé, bien sûr, net plus socialisé, mais des exemples chiffrés. Si on augmente les salaires de 5%, c'est plus de 9 milliards qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale. Si demain on réalise l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est plus de 6 milliards qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale. Et puis si on met fin aux exonérations de cotisations sociales, c'est 80 milliards cette année, mais c'est 80 milliards chaque année. Ces 80 milliards, c'est un racket de nos caisses, de notre salaire aujourd'hui, et en plus, qui repose principalement sur les bas salaires, donc c'est aussi des trappes à bas salaire. L'employeur qui veut dépasser 1,6 fois le SMIC, il aura des cotisations sociales, donc si on peut éviter de dépasser, donc on est vraiment sur... voilà. On a énormément d'ingrédients pour mener cette bataille de salaire, cette bataille des idées, et pourtant c'est difficile. On s'est mobilisé le 13 octobre, alors je ne reviens pas sur la difficulté quand même qu'on a à remobiliser suite à cette belle mobilisation.
mobilisation, et d'ailleurs j'aurais pu la citer en premier, parce que se battre contre le PLFSS, c'était aussi ce qu'on a fait tout le premier semestre, puisque la bataille des retraites s'inscrit évidemment dans le PLFSS, puisque le gouvernement est passé par une loi rectificative du financement de la sécurité sociale pour imposer cette réforme des retraites à visée soi-disant économique, mais à visée surtout de nous faire travailler plus longtemps et au profit du patronat, bien évidemment. Donc voilà, la mobilisation du 13, elle a été... on ne peut pas dire qu'elle a été un échec, on a eu quand même une belle mobilisation, mais avec, y compris, parfois, des salariés nous disant « mais on est dans des journées de mobilisation, on revient sur une mobilisation qui est fourre-tout ». Et c'est bien la démonstration qu'on a besoin d'avoir à cette bataille des idées, pour montrer que lorsqu'on se mobilise sur le salaire, puisque le 13, c'était la question des salaires, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était contre l'austérité, projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tout le lien est là, tous les ingrédients sont là, mais la difficulté, c'est justement d'arriver à cette prise de conscience que c'est une bataille globale, c'est une bataille, voilà. Et la bataille autour des salaires, eh bien, c'est aussi la bataille sur la défense de la sécurité sociale, mais comme celle de l'emploi également. Donc voilà, on a besoin vraiment de mener cette bataille des idées si on veut être en capacité de poursuivre et d'amplifier la bataille autour de la Sécu. Alors il y a des initiatives. Il y a des initiatives comme, mais je pense que vous allez peut-être en parler, le Tour de France des hôpitaux qui se fait aujourd'hui, mais qui ressemble un peu à cette initiative-là qui est faite aujourd'hui, qui est portée dans certains départements, parce qu'on a besoin, je pense aujourd'hui, à la fois d'associer des organisations syndicales, des associations et tous ceux qui le veulent, pour faire entendre d'une seule voix que, eh bien, notre sécurité sociale, c'est notre bien commun, et notre sécurité sociale, on doit la défendre ensemble, défendre les hôpitaux, mais défendre nos systèmes de retraite, défendre le fait que chacun puisse vivre à la fois, comme on le disait, la question du salaire, le net, c'est vivre tous les jours pour remplir son frigo, mais la sécurité sociale à travers le salaire socialisé, ben, c'est vivre jusqu'à la fin de ses jours à travers ce salaire socialisé et qui doit permettre à faire face à tous les aléas de la vie. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on a besoin, ça me paraît essentiel justement qu'on puisse avoir, puisqu'on va avoir les débats après, de retour, parce qu'on se sent parfois bien seul, où chacun lutte sur son hôpital, sur son EHPAD, sur son secteur, alors qu'on aurait besoin d'avoir des luttes massives, globales, pour la reconquête de la sécurité sociale, en intégrant justement tous ces droits nouveaux qui peuvent nous le permettre aujourd'hui. La Sécu, quand elle a été créée, le pays était ruiné, on l'a dit, redit, on l'a redit ce matin, bien sûr, encore. Aujourd'hui, bah, les richesses, oui, c'est 200 milliards d'aides publiques qui sont distribuées sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle, qui ne servent simplement qu'à enrichir les poches de quelques-uns, et ben on le dans le commun et on va pouvoir financer une sécu, un système de santé, une retraite à 60 ans pour tous, un revenu de remplacement pour tous les privés d'emploi, et puis avoir une perte d'autonomie qui soit prise en charge, qui soit compensée donc par la sécurité sociale, dans la branche maladie de la sécurité sociale, et on serait aujourd'hui pas avec des établissements qui sont malheureusement dans des situations plus que difficiles. Hein, je leur dis, c'est 20 emplois sur un établissement, mais si on faisait le calcul de l'ensemble des déficits aujourd'hui des EHPAD, c'est des milliers d'emplois qui risquent de disparaître, alors que c'est un secteur qui aurait besoin de 200 000 emplois pour pouvoir fonctionner correctement. Et la grosse difficulté, parce que c'est aussi lié à la mobilisation et à la difficulté qu'on a à nous mobiliser, c'est que souvent on nous renvoie au fait que le financement, comme vous le savez, il y a une partie sécu, une partie impôt via les conseils départementaux et une partie prix de journée, et on renvoie au fait que mais on ne va pas augmenter les prix de journée. Il y a non. Donc c'est pour ça qu'on souhaite que la perte d'autonomie soit intégrée dans la branche maladie de la sécurité sociale, parce que c'est pas aux impôts, c'est pas à l'impôt local, c'est encore moins aux familles de financer le fait de pouvoir vivre dignement jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà.